merci d'être venus aussi nombreux que ça. Moi, je ne vais pas faire un long texte. Je suis Bruno du Cinéma MacMahon et de Moonriver Entertainment. Je remercie Vincent Bolloré pour nous avoir prêté la salle pour cette occasion. Voilà, je vais laisser la charmante Tarama vous parler du reste. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis très contente de pouvoir vous présenter ce film. C'est sa première à Paris, donc il a fait quelques festivals déjà. Il a été diffusé aussi sur France 3 à une heure tardive, mais bon. Et donc c'est super, merci d'être venu. Donc la soirée, il va y avoir la projection du film qui dure à peu près une demi-heure. Ensuite un débat. Donc je remercie les intervenants qui sont là et qui vont participer au débat. Donc il y aura Nicolas, un acteur du film, qui joue le rôle de Martial, Pascal Roy, le réalisateur, Véronique Dubarry de la mairie de Paris, Marjolaine Rose du conseil régional de l'Essonne et Pascal Praillez qui est un psychologue, voilà, spécialiste dans les questions de handicap et de la sexualité. Et donc la modératrice Eugénie Adorian. Je remercie aussi, il est parti, mais donc sûrement lancer la projection, Bruno qui nous accueille dans la salle. Et donc sachez que ça va être en direct sur Cap TV. Donc Richard et Christophe qui s'occupent de ça. Voilà, donc après le débat, il y aura un petit concert de Karim Albert-Cook. Merci Karim. Et puis à la fin de tout ça, il y aura un pot là-haut. Voilà, quand vous aurez été bien sage et que vous aurez participé à tous les événements. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, vous avez vu ce film, je pense que ça vous a suggéré et vous avez pensé plein de choses, on va pouvoir en parler. Je vous rappelle quand même le thème de la discussion, je le dis. Thématique de l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap. Bon, je crois que c'est vraiment le film. Donc les invités vont se présenter, comme ça m'évitera de le faire et ça sera juste. Et ils diront ce qu'ils voudront et par rapport au film. Pascal Praillez, je suis psychologue, formateur en milieu hospitalier et puis par ailleurs militant autour de la thématique de l'accompagnement sensuelle et de l'assistance sexuelle. Et je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Corps Solidaire, qu'on avait créée en 2009 et qui s'apprête à lancer une formation en assistance sexuelle franco-suisse. Franco-suisse. Suisse. Véronique Dubarry, je suis adjointe au maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap et je suis présidente de la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Nicolas Brumeux, comédien. Pascal Roy, réalisateur, et moi je suis juste très content que vous ayez vu ce film. Voilà. Nous aussi on est contents. Alors vive Marjolaine Rose, donc moi je suis vice-présidente du Conseil général de l'Essonne, en charge des solidarités de la santé, et je vais occuper la place pendant quelques minutes, le temps que notre président Jérôme Guedj, qui est en train d'arriver. Et vous avez peut-être entendu parler dernièrement que le Conseil général de l'Essonne avait un peu défrayé les médias. On pourra y revenir dans la discussion. En tout cas, bravo pour votre film. C'était un très beau film. Je signale juste que dans la salle, il y a également un autre comédien, donc Marcello Manzarella, qui joue, voilà. Et également deux membres, hormis la production, de l'équipe, donc Leïla, et voilà, qui est ici, et Catherine Bijon, qui est juste derrière. Voilà, la script. Alors je me présente moi aussi, mon nom c'est Eugénie Adorian, je suis médecin, j'ai étudié la sexologie, si on peut étudier ça, enfin un petit peu. Et puis j'aime bien dans la formation continue, par ailleurs, faire des animations, donc voilà, je me suis proposée ce soir. Donc comme nous avons la chance d'avoir un magnifique panel et une magnifique assistance, je pensais que peut-être on pouvait partir des questions de la salle, et puis on viendrait au fur et à mesure répondre ici, là, selon les questions. Qui a l'audace de commencer?
et la gentillesse des questions. Bien, merci. Donc bonjour Leïla Capio, vous avez parlé de votre association franco-suisse et puis ensuite vous avez dit suisse. Est-ce qu'on pourrait... Voilà, vous vous êtes bien complété. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Non, c'est une association suisse. Simplement, la formation qu'on s'apprête à mettre en place de langue française sera ouverte à des Français et des Françaises. Est-ce que... Voilà. Donc à l'origine de cette association, alors j'en dis rapidement quelques mots puisque vous me donnez l'occasion de parler, c'est une association qui a été créée en 2009 par un groupe d'assistants et d'assistantes sexuelles certifiés, le premier groupe dont on a parlé il y a quelques années, organisé par l'association CEP en Suisse romande. Hein. Et donc cette association regroupe des assistants et assistantes sexuelles certifiés. J'en fais partie, je suis un des membres cofondateurs. Nous organisons des supervisions, des intervisions, le soutien de ce projet. Et là, nous lançons donc une formation de langue française qui va se dérouler, on l'espère, si on réussit à mener à bien ce projet, sur 2013-2014, en prenant le temps donc de préparer cette formation. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, on pourra en parler après. Hein. Et si j'ai réagi et que j'ai rebondi sur le franco-suisse, c'est que bien évidemment, il n'aura échappé à personne que les assistants sexuels sont absolument interdits en France, puisque ça s'apparenterait, d'après tous les rapports récents, ça s'apparenterait, mais je mets un conditionnel, à de la prostitution. Et les personnes qui embaucheraient ces assistants sexuels seraient apparentés à des proxénètes. Et c'est pour ça que je disais, ça ne peut pas être français, bien évidemment, puisque chacun d'entre nous, ici, respecte la loi et entend que la loi soit respectée dans sa complétude, etc. Et vraiment, c'est super important. Voilà. Merci. De rien. Bon, je pense qu'il y a de la matière déjà. Oui. Alors, je vais poser une question de journaliste. Écoutez-moi, c'est ma déformation professionnelle. Je voudrais savoir quelle est la différence entre un assistant sexuel et quelqu'un qui est une péripatéticienne ou travailleur du sexe. Mais dans ma question, je veux pas qu'on parle de la loi. Je demande à monsieur quelle est la différence qu'il fait dans l'approche. Voilà, c'est pas du tout au niveau de la loi, c'est plutôt au niveau quelle est la différence en oubliant le côté des... Alors, en quelques mots, d'abord et avant tout, c'est une personne libre qui a choisi volontairement d'exercer cette activité. Ça, c'est le premier point absolument fondamental, évidemment, puisqu'il s'agit de deux libertés qui se rencontrent. Hein. Ensuite, que dire, c'est une personne qui a été sélectionnée, qui a suivi une formation et qui ensuite vraiment fait tout un travail d'accompagnement en amont, peut-être en aval, en lien avec des personnes qui ont préparé, aidé la personne à élaborer la demande. C'est quelqu'un qui, en tout cas nous, c'est notre optique, ne vit pas de cette activité, a une autre activité professionnelle, et place aussi ses limites, on espère que c'est le cas pour les travailleurs et les travailleuses du sexe, mais place aussi ses propres limites, c'est-à-dire que c'est une rencontre. La personne en situation de handicap exprime ses attentes, ses besoins, son désir de découvrir tel ou tel aspect, du plaisir corporel sexué, peut-être elle ne sait pas au début d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle aime, et c'est à ça que servent les assistants et assistantes sexuelles, c'est une étape de transition, hein. Le but c'est vraiment d'amener la personne à l'autonomie, hein. C'est pas d'être dans une relation amoureuse, c'est bien cadré dès le début. Donc aide la personne à exprimer vraiment ce qu'elle attend, et puis l'assistant, l'assistante sexuelle dit c'est ce qu'elle choisit comme limite elle-même, hein, parce que certains et certaines dès le début disent bah, moi je suis prêt à prodiguer des massages sensuels, éventuellement prodiguer une masturbation, mais pas de rapport sexuel avec pénétration. D'autres vont l'accepter, d'autres vont être uniquement dans un geste de massage sensuel en restant habillés, c'est son choix.
ou bien au contraire d'être dévêtus. Voyez, et donc il y a tout un travail de cette façon. Et quand même, je voudrais dire un mot, puisque là, vous me posez la question, par rapport au film. Je trouve qu'il est un film vraiment très très intéressant, parce que c'est très subtil, on voit bien toutes les interrogations qui se posent dans un contexte qui, là, justement, n'est pas un contexte structuré ou cadré. C'est tout l'intérêt du film, parce que ça reste complètement ouvert. D'ailleurs, on ne sait pas à la fin si la rencontre, elle est rémunérée ou pas, la rencontre ultime. Hein, et justement, ça laisse tout ça ouvert, c'est ça qui est intéressant. Alors, on voit très bien l'ambivalence de l'un de l'autre, le rapport avec le conjoint aussi. Hein. La première chose qu'on demande dans le cadre de la sélection, c'est la personne, c'est est-ce que vous en avez parlé à vos intimes, et si vous vivez en couple, est-ce que vous en avez parlé avec vos conjoints et conjointes, est-ce qu'elle est d'accord? C'est un point très très important. Hein. En plus du fait qu'on veut que la personne ait au moins 30 ans minimum et un équilibre affectif et sexuel, et ça c'est ce qu'on évalue dans le cadre de la phase de sélection. Donc voilà, en quelques mots. En tout cas, je ne veux pas monopoliser la parole, surtout parce qu'il y a plein d'autres choses. Bravo pour le film. Moi, je le trouve vraiment très bien. L'attitude de la mère aussi, au début, très juste, parce qu'au début, comme ça, très défensive, on se dit, oh là là, comment est-elle? Et en fait, on voit une immense tendresse et simplement cette ambivalence, cette difficulté que les parents ont face à cette dimension-là. Hein, et ça amène effectivement un certain nombre de familles, parce que j'en accompagne, j'en ai au téléphone, à être soit dans un refus total, comme c'est évoqué au début, n'éveillez surtout pas la moindre chose, sinon qu'est-ce que ça va devenir? Vous allez le faire souffrir, hein, c'est ça l'idée. Ou bien au contraire, des parents qui cherchent des solutions, qui nous contactent en disant mais est-ce que vous ne pourriez pas aider mon fils, ma fille? Parfois c'est plus rare, mais il y a quand même des demandes féminines aussi, hein, je tiens à le dire, même si elles sont moins nombreuses. Donc oui, il y a tout cet aspect-là. Merci de nous donner l'occasion de préciser tout ça. Où on est sur la scène et on ne peut pas poser de questions. Si, moi je voudrais quand même que vous nous racontiez un peu, alors peut-être que ma question est une question d'ignare et que les gens qui sont dans la salle le savent, mais la genèse du film, la genèse de vos interventions, de votre rôle de comédien et des autres comédiens aussi d'ailleurs. Enfin voilà, pourquoi, comment, etc. Parce que je me souviens très bien, Riyad Salem est là, lorsqu'on a organisé il y a longtemps, un colloque à l'hôtel de ville sur vie affective et sexuelle des personnes handicapées. J'ai rencontré un certain nombre de difficultés et de problèmes. Et en même temps, je vois que maintenant, de plus en plus, je suis invitée et j'en suis ravie. Et particulièrement ce soir, je tiens à vous le dire, puisque à des projections, à des débats, parfois houleux. Mais j'ai l'impression que, mine de rien, le fait qu'il y ait ces débats, qu'il y ait ces films, ces supports de toute nature, d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des trucs très divers, ça aide à faire, en tout cas, se poser des questions, à minima, quoi. Après, les réponses sont très diverses, mais au moins, ça aide à se poser des questions. Enfin, en tout cas, ben voilà. En fait, l'origine du projet, ça part en 2006. J'ai assisté à une exposition sur l'amour, c'était à la Villette. Et il y avait le témoignage d'une accompagnante, justement, sexuelle, allemande, et qui parlait de son activité. Pour moi, c'était une découverte totale, comme Lucie, dans le film. Et ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est les motivations, justement. Pourquoi, comment on arrive là-dedans et pourquoi on fait ça. Donc elle parlait de l'amour de l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cet amour de l'autre? Enfin, moi, ça m'a posé beaucoup de questions, donc j'ai commencé à chercher, à fouiller le sujet. Ça m'a posé des questions par rapport à la fidélité en général, fidélité à soi, parce qu'il faut, je pense, beaucoup de fidélité à soi pour assumer justement les dictats moraux de la société. Et Lucie va au-delà, donc c'est le cas de beaucoup d'accompagnants, je pense. Il faut aller au-delà. Et puis dans le couple, bien sûr. Et donc, chemin faisant, il y a une histoire qui est née avec cette envie de proposer une histoire où on pourrait suivre une personne qui part de zéro et puis qui nous offrirait cette expérience pour montrer qu'au-delà des discours, justement, il y a quelque chose de beau et évident. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis après est arrivé le moment, donc après la rencontre avec Tamara et la production, donc on a cherché à trouver surtout des comédiens. Moi, je tenais absolument à ce que ce soit un comédien handicapé,
qui tiennent le rôle, c'était une évidence. Et je cherchais qu'il y ait une relation vraiment exceptionnelle entre les deux comédiens parce que le film allait évidemment reposer sur eux. Et ça a été des coups de foudre, une série de coups de foudre. Je vais laisser Nicolas raconter peut-être. Cool. Moi, en fait, un jour, j'étais tranquillou à la maison, et puis mon téléphone sonne. Bon. Décroche. Bonjour, Pascal Roy, réalisateur. J'ai un scénar à vous faire lire. Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que je fais? Je vous l'envoie. Bien sûr. Je reçois donc Corps Solidaire, un document broché, tout ça propre. Je lis. Je suis ému. Beaucoup. Beaucoup parce que ça me touche à un titre personnel. Au plus profond de mon âme, je referme et je me dis, oh putain, comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on montre? Comment on le montre? Avec quels moyens? Je voulais faire après avoir lu, je me disais ça doit être un beau film. Un film. Il y avait plein d'écueils dont je voulais discuter. Ce qu'on a fait tous ensemble. Et puis c'est une évidence. Je suis comédien, porteur d'une différence. Et je voulais me mettre au service d'une équipe, d'un propos, d'un homme qui me touche à titre personnel encore aujourd'hui dans ce qu'il dit et dans ce qu'il porte. Et voilà, ça s'est fait très naturellement. On parlait d'une série de coups de foudre, voilà, un quatuor d'acteurs avec qui j'ai passé des moments merveilleux et qui seront pour toujours dans ma vie et dans mon cœur d'homme et d'humain. Et voilà, c'était évident. C'était évident parce que moi, derrière le mot acteur, il y a le mot engagement aussi. Pour moi, un acteur qui ne s'engage pas, même s'il ne crie pas sur les toits, n'est pas obligé de dire ouais, je m'engage, je suis engagé pour être engagé. Voilà, c'est important pour moi. Enfin, je veux dire, ça fait partie du job, quoi. Faut défendre quand on est acteur. Et ce film-là me donne envie de défendre. C'est pour ça que je suis là ce soir. Merci Internet. Tout simplement, voilà, exactement. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de comédiens handicapés. Enfin, en tout cas, c'est pas facile à trouver au départ. Et il se trouve que Nicolas avait donné quelques interviews que j'ai trouvées sur Internet, qui m'ont beaucoup touché. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti. Vous avez posé une question au comédien et qui n'est pas une question par rapport au film. Je voudrais savoir quel est le prochain rôle. Si vous avez un rôle que vous voudrez plutôt jouer, un rôle d'avocat ou de voyou, mais pas par rapport au film. Tout ça. Quels sont les rôles qui vous plairaient? Je vais vous faire rire. Un rôle de... Je voudrais jouer un vrai rôle de méchant.
Parce que c'est jouissif à jouer un méchant. Ouais. Voilà. Et prochainement, là, je vais travailler sur un projet autour de l'adaptation du mythe de Job. Donc, Job, c'est quelqu'un qui n'a jamais renoncé à sa foi, même si Satan est venu le tenter en disant renonce, tu vas faire une connerie, tout ça, et il était sur son tas de fumier, tranquille. Mais qu'est-ce que tu viens me chatouiller les pieds? J'étais bien tranquille dans mon petit coin. Et voilà, et donc c'est cette lutte pour ce en quoi il croit. Et il s'accroche à ses rêves, à sa vie. C'est une adaptation moderne, hein. C'est pas non plus, voilà, ça sort pas directement de la Bible, mais voilà, j'ai été touché par ce projet. C'est un projet qui va se monter sur Lille, et après j'ai dit oui à une autre pièce qui s'appelle Oncle Paul et qui traite, celle-là, de la rencontre entre un neveu et son oncle qui est porteur du sida, et je vais jouer ce qu'on appelle le visiteur ami. Donc pour une fois, c'est moi qui vais faire l'auxiliaire de vie. Voilà, nous rejoint sur le plateau Jérôme Guedj, si je ne me trompe pas, président du Conseil général de l'Essonne. Merci beaucoup d'être là. Et on n'a pas fini, on a fait une petite parenthèse pour vous, là, sur votre avenir. Donc je pense qu'on n'a pas complètement dévoyé le sujet. Et s'il y a des questions, oui. Moi, je voulais juste, alors peut-être de manière un peu décalée, mais sur la question d'Olivier Arlan, sur la différence entre la péripatéticienne et l'assistance sexuelle, c'est que l'assistance sexuelle fait payer l'handicapé. Et en plus, elle ne fait pas de tarif, hein. C'est dégueulasse. Et elle est gratuite pour les valides. Donc c'est la différence, et l'espace-temps aussi. Et sur le colloque, quand on a organisé avec Véronique Dubarry, moi, ce qui m'avait inspiré, c'était tout ce discours de l'accompagnement des personnes handicapées pour leur bien-être. Alors on fait des maisons de vie, on fait tout un tas de choses, mais je me posais la question, qu'est-ce qu'une vie sans amour, sans sexualité, sans affectivité, sans sensualité, sans tous ces mots qui fait que ça construit la personne, ça construit l'identité d'une personne. Alors on nous torche le cul, on nous nettoie partout, on nous donne à manger, on nous opère, on nous ouvre le corps, on nous répare. Mais sur la partie du plaisir, sur la partie de l'amour, alors là, alors pourquoi on nous répare et qu'on nous machin pour nous laisser crever à côté après en nous disant c'est bien, on vous donne la béquille puis attendez que la mort arrive. Donc voilà, le questionnement il est, est-ce qu'une société civilisée ne peut pas prendre aussi en charge ça de manière saine et naturelle? Et c'est pour ça que je suis parti dans ce colloque, et je pense que des fois on pose les fausses ou les mauvaises questions au lieu de se poser les bonnes et les vraies questions. Il y a deux questions dans la salle, on a deux micros si on veut. Par là. Une première. Ou une réponse, d'ailleurs, c'est peut-être pas une question. Hein. Avant de poser ma question, je voudrais savoir si le représentant de l'association suisse peut nous dire deux choses par rapport au cadre de la loi qui est fixé là-bas, comment les choses se passent sur le plan juridique, puisque si on considère que la vie sexuelle d'un handicapé c'est avant tout un droit, c'est un droit de l'homme comme un autre. Ensuite, vous nous avez expliqué toute une série de choses. Il y a donc une sorte d'administration qui régularise, je dirais, les rapports entre les différentes personnes. Et puis je voudrais savoir s'il y a eu un sondage de fait en Suisse sur cette question. Et une fois que je sais ça, je voudrais savoir, puisqu'il y a deux représentants
politique et qu'il y a un débat au sein aujourd'hui de la majorité sur cette question. Sur le côté de l'opposition, c'est évident, après le mariage, pour tous, il n'est pas évident qu'on considère que pour les handicapés, ça soit un droit, je dirais, naturel, d'avoir une vie sexuelle, peut-être. Mais je voudrais savoir quels sont les paramètres qui font qu'on ne parvient pas à poser cette question-là comme un droit, je dirais, normal. Alors, je réponds en 2 mots pour ce que je connais de la Suisse. Je suis français, mais ce que je connais de la Suisse, c'est qu'évidemment, tout ce qui est travail du sexe, de toute façon, est réglementé, c'est-à-dire est une chose légale. Et même l'intermédiaire peut être légal dès lors qu'il ne fait pas de violence, d'abus, d'exploitation, etc. Donc évidemment, ça simplifie les choses, naturellement. Alors après, il y a une exception dans le canton de Genève, où là, il y a vraiment une loi qui a été votée, disant explicitement que tout ce qui concerne l'accompagnement sexuel des personnes en situation de handicap ne relève pas du champ de la prostitution. Donc c'est l'exception qui actuellement existe, mais existe. Dans le canton de Genève, les assistants et assistants sexuels ne sont pas, du point de vue de la loi, assimilés à des travailleurs et des travailleuses du sexe. Voilà, donc à partir du moment où c'est légal, évidemment, une rencontre est possible, les intermédiaires sont possibles. Donc les intermédiaires, ce sont actuellement surtout des associations, avec des bénévoles généralement, qui reçoivent la demande, qui aident à la formulation de la demande. Alors tout dépend après du travail, parce qu'il y a aussi le travail en institution qui peut se faire là-bas. Moi j'étais très étonné dans le cadre de la formation que j'ai suivie là-bas, de faire un stage dans une très grande institution, 250 adultes en situation de handicap mental. En plus on est dans le domaine du handicap mental, où dans la charte de cette institution, qui remonte au 19e siècle, créée dans une ambiance religieuse. Eh bien, dans la charte, il y a vie affective et sexuelle, au sens large du terme, évidemment, le droit à l'intimité, le respect d'avoir une vie de couple, etc., une information, une éducation adaptée au degré de connaissance et des personnes, mais aussi, parfois, en discussion avec l'équipe éducative, évidemment, le recours à des assistants et assistantes sexuelles. Tout ça dans la charte, dans le projet signé par le conseil d'administration, les familles, etc. C'est vraiment étonnant. Et alors là, par exemple, dans un établissement, il n'est pas rare que l'intermédiaire de l'association vienne, rencontre les personnes. Il y a toujours une rencontre préalable avec l'assistant ou l'assistant sexuel avant toute rencontre corporelle, une rencontre préalable. Et puis, quelquefois, il y a un travail à faire avec les référents. Et c'est vraiment un très très beau travail qui peut se faire comme ça. Et quelquefois, d'ailleurs, tout ce travail-là mène à une situation où, en fait, ce n'est pas forcément nécessaire de recourir à une rencontre corporelle, réelle, parce que ça a débloqué quelque chose. Et moi, je crois beaucoup, vraiment un degré zéro de l'assistance sexuelle, c'est qu'on met en route quelque chose, et pendant ce temps-là, ça change le rapport de la personne avec son environnement. Et j'ai une collègue en Suisse qui, avec une personne atteinte de paraplégie, au bout de 2-3 entretiens, échanges de mails et une première rencontre, avant la rencontre réelle, a dit c'est plus la peine parce que finalement j'ai raconté ça à une amie et cette amie, alors ce serait un petit peu comme la coiffeuse du film, là, cette amie elle a dit tu sais ce que la dame elle t'a prête à te faire, moi je peux te le faire si tu veux. Et donc il y a une rencontre qui a commencé entre eux, sans se dire ça allait être une relation amoureuse pour la vie, etc. Parce que ça bloque beaucoup les personnes en situation de handicap, le grand amour sinon rien. Alors dès qu'il y a un début de relation, hop, la personne en situation de handicap qui vit une privation depuis des années, elle regarde avec une attente incroyable la personne valide qui évidemment prend peur et fiche le camp. Alors que si justement il y a eu toute une sensibilisation, toute une autonomie, et c'est vrai une certaine liberté par rapport à cette dimension-là, quoi qu'on peut faire le choix de se dire moi le grand amour sinon rien, si c'est un choix libre c'est respectable, mais imposer aux autres c'est moins respectable. Donc vous voyez, le fait de pouvoir quelquefois mettre en jeu cette dimension-là, ça suffit pour qu'il y ait quelque chose qui se réveille dans la personne et puis qui, dans la façon de regarder les autres hommes, les autres femmes, déclenche finalement une rencontre possible. Je crois que par-delà les aspects militants, etc., d'un film, l'engagement que vous releviez à juste titre, je crois qu'il y a un aspect qu'il faut voir dans l'ensemble de ces débats, dans la diffusion de ces films ou de ces livres, je pense au bouquin de Nuss bien évidemment, où lorsqu'il y a une interview de vous en pleine page, une pleine page dans le Parisien, je crois que tout ça, ça contribue aussi bien évidemment à faire changer les esprits des personnes ordinaires et des politiques, et j'y reviendrai, mais je crois aussi que ça contribue à sortir les personnes handicapées de ce travers que
que vous pointiez du doigt, qui serait au prétexte qu'un assistant sexuel, je vais rentrer en contact avec un ou une assistante sexuelle, ce sera forcément le grand amour de ma vie, blablabla. Je crois que cette évolution, elle est collective sur qu'est-ce que c'est que la sexualité d'une personne en situation de handicap, qu'est-ce que c'est que sa vie affective, sensuelle, etc. On avance tous vers une plein de guillemets, une normalisation y compris de l'approche, quoi. Et je crois que ça c'est important. Sur les aspects politiques, Jérôme et moi, et c'est bien la première fois que je peux mettre Jérôme et moi dans le même sac, Jérôme et moi, nous sommes ultra minoritaires dans nos partis respectifs sur cette question-là. Même moi, qui suis pourtant bien plus à gauche que lui, voilà, comme ça je suis plus dans le même sac que lui. Donc il y a une vraie difficulté, vous savez, c'est pas parce que dans les partis politiques il y a des gens engagés, militants, etc., ou peut-être si, a fortiori, il y a les mêmes difficultés que dans l'ensemble de la société, les mêmes interrogations, les mêmes préjugés et les mêmes a priori. Et je vais vous dire, moi, pour ce qui me concerne, et pour avoir fait un certain nombre de débats, soit dans mon parti politique, soit avec d'autres élus ou d'autres militants d'autres partis politiques, moi, ce que je constate, c'est que nous avons un frein important. Et c'est pour ça que je parlais de proxénétisme tout à l'heure. Hein. Nous avons un frein important qui vient de la part d'un certain nombre de féministes ou de certains mouvements féministes qui considèrent que la création de corps d'assistants et d'assistantes sexuelles serait une marchandisation du corps et donc assimilable, et on en revient à votre question, assimilable à de la prostitution. Et qu'à partir du moment où ce gros mot, cet énorme mot, est posé au milieu de la table ou au milieu de la salle, je disais le débat, etc., en réalité, il m'est arrivé d'être incapable d'aller au-delà de ce mot. Une fois qu'il était mis sur le devant de la scène, la discussion devenait impossible. Et je le dis de la part de militants politiques, je le dis aussi, parce qu'il faut aussi l'avoir à l'esprit, de la part d'un certain nombre de responsables associatifs dans le monde du handicap. Peut-être que mon pluriel est exagéré d'ailleurs. Mais voilà, les préjugés, les a priori, les convictions, elles sont un petit peu partout. La vraie difficulté qu'on aura en France, c'est effectivement de contourner cette loi. Jérôme a annoncé donc l'éventuelle création d'un service d'accompagnement à la vie sociale. C'est ça, hein, c'était un SAVS, hein, ouais. Pour la formation d'assistants et d'assistantes sexuelles. Moi, j'ai proposé à de multiples reprises, cette fois en tant que présidente de la MDPH, de rembourser le recours à des services sexuels ou sensuels, je ne dis pas par qui, via la prestation de compensation du handicap. Et j'attends toujours, alors je vais le dire comme ça, puisque de toute façon on m'a traité de proxénète, hein. J'attends les clients. Mais je pense qu'il y a des tas de moyens et des tas de façons de réfléchir à la chose sur les aspects pratiques. La grosse difficulté, c'est de dépasser ces aspects moraux qui sont je le dis, hein, vraiment difficiles à contourner, quoi. Moi, j'ai le sentiment que, d'abord parce que je pense qu'on ne prend pas le bon côté quand on en mange le débat, si je puis me permettre. On s'arrête à ce service et on oublie de dire, mais ce que vous avez dit, un droit, quelque chose d'absolument ordinaire, quelque chose de normal, quelque chose d'habituel. Et à partir du moment où on ne commence pas la conversation par ça, bah, du coup, on est embêté par ces préjugés et ces a priori. Je voudrais revenir sur prostitution, assistance sexuelle, lycée de Versailles, enfin voilà. Moi, je suis assez... Enfin, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Marcel Nuss. Marcel Nuss, qui a écrit un excellent bouquin, dont j'ai encore oublié le titre, bien évidemment. Quelqu'un peut me le souffler? Merci. Je veux faire l'amour. Hein. Il fait des comparaisons entre prostituées et assistants sexuels. Il dit, à la fin, enfin, il le dit même à plusieurs reprises, pas seulement à la fin, il dit, moi, je préfère une pute.
soyons clairs, elle sait comment il faut faire l'amour, etc. Elle sait les boutons sur lesquels appuyer, ou en tout cas elle apprend vite. Donc voilà, je préfère une pute. Et en même temps, je me dis, ok, mais parce qu'il en est à l'acte sexuel, la pénétration, etc. Pour une personne beaucoup plus jeune que lui, parce que quand même, Marcel, il n'est pas tout jeune, il faut bien le dire, pour une personne beaucoup plus jeune que lui, qui en ait ses premières expériences, ou à ses non-premières expériences en l'occurrence, moi je trouve que c'est pas plus mal d'avoir une forme de professorat, ou en tout cas d'accompagnement. Et pour le coup, je pense qu'une prostituée, il y a des choses qu'elle ne saura pas faire, quoi. Il y a aussi la question de la manipulation des corps. Il y aura la question du temps, la nécessité de certainement plusieurs rencontres, etc. Voilà, je pense que je ne mets pas les choses en opposition. Je pense que, mais comme souvent, quoi. Moi, je déteste cette espèce de concept qui voudrait qu'à une question donnée, il y a une réponse. Mais enfin, ça n'existe nulle part dans la vie, quoi. À une question donnée, d'abord, en règle générale, quand vous posez une question, vous vous rendez compte qu'il y a 12 500 sous-questions, et donc de fait, il y a 12 500 réponses différentes, suivant les gens, suivant les situations, suivant les moments de la vie, il faut être clair. On n'a pas, suivant nos expériences, on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes demandes, les mêmes attentes, on n'en est pas au même point. Voilà, donc il ne peut pas y avoir un truc qui serait super bien, vachement génial, etc. Et tout le reste, ce serait nul. Non, je crois que voilà, faut essayer un petit peu tout, faut proposer un petit peu tout, et puis surtout être en écoute de la personne, de ses demandes, etc. Moi, je me souviens de Christelle Prado, qui est la présidente de l'UNAPI, qui me racontait, qui me parlait de sa fille, qui est maintenant une adolescente, et qui, comme toutes les adolescentes, se regarde, voit son corps bouger, évoluer, se tripote, ou pas. Et le ou pas est important, parce que la grande inquiétude de Christelle, c'était comment je peux aider ma fille, comment je peux l'aider. Et donc elle a demandé à son gynéco. Voilà, comment enfin, toutes les questions qu'en tant que parent on se pose à un moment donné ou à un autre en même temps. Hein, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est vrai que moi c'est super pratique. J'ai dit alors voilà le numéro de ma gynéco, ma fille, démerde-toi. Bah ouais, je suis très lâche. Et Christelle, elle a demandé à son gynéco et cette espèce de connard lui a répondu, d'ailleurs elle a changé depuis, il lui a répondu elle va se débrouiller toute seule. Ben non quoi. Non, bon sang de bonsoir. Elle a besoin d'aide. Et c'est pas Christelle qui va les lui la donner. Donc, il faut quelqu'un. Et je crois que, vous voyez, lorsque je disais les préjugés, les a priori, les trucs qui sont dans la tête et qu'on ne peut pas faire bouger, les barrières, quelque part, ce sont des barrières, moi, je trouve. Tout ça, ce sont les politiques, mais ce ne sont pas les politiques seuls qui peuvent faire avancer les choses. Je pense que c'est l'ensemble des personnes engagées, d'où qu'elles parlent, qui peuvent petit à petit écarter ces murs et faire qu'on avance un petit peu sur un chemin un petit peu plus sensé, à mon sens. Merci beaucoup de cette riche réponse. Il m'a semblé dans la question qu'il y avait quand même le référent à la loi et le référent aux politiques. Donc comme on a la chance d'avoir des gens de département, si vous voulez bien compléter cela et dire un petit peu ce qu'il en est, je pense que c'est important. Non, je ne sais pas si je parlerai de la loi. En tout cas, dans le département, ça va dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. On veut en faire un vrai débat citoyen. C'est pourquoi cette question de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées fait partie des actions que nous devons mener, puisque les départements sont contraints de faire des schémas départementaux en faveur des personnes en situation de handicap. Donc on l'a fait. Et ce qui était très intéressant, c'est que c'était à la demande du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées, donc une instance qui rassemble à la fois les institutions, mais surtout aussi beaucoup les associations. Et moi, je crois que ça va nous faire du bien à tous qu'on en fasse un vrai débat. C'est-à-dire qu'au moins, on va parler de la sexualité des personnes handicapées, mais quand même, on va parler de la sexualité. Et c'est quand même dans notre pays quelque chose qui
dont on ne parle pas comme ça aussi facilement. Moi, je suis un peu impressionnée aujourd'hui comment le département intervient dans les collèges avec les centres d'éducation, ça s'appelle de planification, hein, on va les appeler comme on les appelait avant, pour, au niveau des classes de 4e, bon, voilà, avoir des interventions sur ces questions, parce que ce n'est plus fait par l'éducation nationale. Moi qui ai quelques années, j'ai bénéficié d'éducation sexuelle, vous aussi sans doute. Aujourd'hui, voilà. Donc ça nous semble vraiment important d'en faire un vrai débat citoyen, parce que ça nous aidera tous. Et puis, en premier lieu, les personnes handicapées. Et moi, je crois qu'il faut qu'on reparle de liberté. Il faut qu'on reparle d'amour, de plaisir, de désir. Parce que sinon, effectivement, on a, Jérôme, pourrait en parler aussi, on a fait un débat dans l'Essonne où on a eu ce que tu as raconté tout à l'heure, les abolitionnistes. Alors, celles qui pensent que la prostitution, il faut l'abolir. Oui. Je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué. Et en oubliant quand même que la prostitution, c'est 90% issu des réseaux criminels. C'est pas comme ça. Bon, donc voilà. Et qu'on mette... Et alors, évidemment, elle bloque le débat, parce que moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, elle met ça sur la table. Et alors après, pour s'en dépatouiller, c'est bien compliqué. Mais quand même, faisons confiance. Si on crée les conditions comme ce soir, avec des œuvres artistiques comme le film qu'on vient de voir, avec des colloques qui vont rassembler des professionnels, qu'on s'adresse aux familles de personnes, et je pense notamment aux enfants qui sont en train de grandir et arriver à l'adolescence en situation de handicap, pour qu'on crée toutes ces conditions pour se retrouver, pour en discuter, pour analyser ce qui se passe ailleurs. Je pense que ça peut faire une force qui nous fera trouver comment on fait évoluer la loi. Et je terminerai juste par une chose, parce que ce qu'a dit le Conseil national d'éthique, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle dernièrement, c'est un vrai scandale. Parce que pourquoi? Parce qu'il renvoie les personnes à la prostitution. Les personnes qui... et aux sextoys. C'est ça, ou pas, souvent, mais c'est ça la réalité. Et ça, c'est proprement scandaleux, plutôt que se dire, il y a un certain nombre de questions qui se posent, tout le monde ne pense pas, il ne voit pas la même chose, quelle que soit notre situation physique, mentale, etc. Les lignes ne sont pas si... on est d'accord. Mais discutons-en. Et de cette réflexion, de cette confrontation, on trouvera les bonnes solutions. Et pareil, je partage, il y a plusieurs solutions. Moi, je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Ça me touche énormément. Ah non, ça me touche énormément. Je voudrais rebondir sur le rôle des institutions. Parce que là, il y a du taf. Il y a du taf. Et je pense que elle néglige le rôle qu'elles ont. C'est-à-dire que le premier intermédiaire qu'il y a entre nous, la famille, et notre ébauche de sexualité et de désir pour l'autre, c'est l'institution. Or, dans ces endroits-là, qui sont censés être des oasis de liberté, de vérité, d'écoute, d'amour, de tendresse, de respect pour son prochain, walou, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est honteux. C'est honteux d'être aujourd'hui, en 2013, obligé de se cacher, de se dire, mon Dieu, comment je vais gérer ma sexualité, mon éveil au désir, quand surtout on est réveillé tous les matins par une vieille aide-soignante qui sait même plus où elle est sa libido à elle, ou un vieil aide-soignant.
et qui veut surtout pas en entendre parler, parce que, mon Dieu, je vais devoir m'engager, je vais devoir réfléchir sur ma propre personne, je vais devoir réfléchir. Moi, j'anime des débats en institution. Il n'y a personne qui veut vraiment en parler. Il n'y a personne qui emploie les vrais mots. On tourne autour du truc, on donne des pseudo-réponses, on ne parle pas, on n'entend pas la souffrance. Alors peut-être qu'ils ont des souffrances personnelles, eux aussi des choses à régler. On peut les entendre aussi, ces choses-là. Mais le problème, c'est que ces gens-là, avec qui nous, on passe le plus de temps. Moi, j'ai un passé institutionnel long comme le bras. Long comme le bras. J'ai été interne pendant des années pour pouvoir avancer dans mes études et tout. Et à l'intérieur de ces institutions, quand on avait une petite chérie, on n'avait même pas le droit de la tenir par la main dans les couloirs. On va où? On va où? Même pas le droit. Et on se faisait engueuler comme si on était le pire des démons. Alors qu'on a 15-16 ans. On est le pire des démons. C'est honteux. Donc, je vous en prie, messieurs les directeurs, directrices et autres, réfléchissez avec les vrais mots. Ce n'est pas sale. Hein. Ce n'est pas sale. On préfère utiliser l'hypocrisie et se dire, bah, on va les mettre à la sieste, desserrer les couches et les laisser faire. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et on dit aux jeunes stagiaires qui veulent aider, faire avancer les choses, surtout ferme la porte. Hein. Et si tu entends des bruits bizarres, des choses, va pas voir. Hein. Ça pourrait te crever les yeux, on ne sait jamais. C'est affreux. C'est affreux. Mais c'est là qu'il faut agir. Je pense que c'est là qu'est le problème. C'est là qu'il faut employer les mots. Et pour tout le monde, que ce soit pour les personnels qui sont complètement démunis, et dès qu'il y a quelqu'un qui ose dire, en fait, moi, sur mon truc, sur ma vie professionnelle, comment je fais pour répondre à ce genre de questions? Parce qu'en fait, il y a une jeune fille de 16 ans qui est venue me voir et qui me dit, oui, j'aimerais bien m'intéresser à la contraception, j'aimerais bien savoir comment on fait, ce que c'est, ce que ça représente. Et par-delà, on pourrait aussi aider les familles. Parce que la mère, dans le film, elle est démunie. Donc au début, elle se dit, mais j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Je l'élève toute seule parce que son père s'est barré. Je vous l'explique tout ça. C'est un fait. Ouais. Une statistique. Lorsqu'on regarde à Paris, c'est à Paris la ville dans laquelle il y a le plus de familles monoparentales en France. Et lorsqu'on va un tout petit peu plus loin dans ce détail-là et qu'on regarde les familles monoparentales avec enfants en situation de handicap, c'est le double. C'est tout le temps comme ça. Hein. Bah oui. Et donc c'est vrai, donc c'est un fait. Ouais. Mais voilà, c'est là qu'il faut chercher. Et c'est là qu'il faut chercher. Et on fera avancer les choses le jour où les institutions se décideront à enlever leurs mains de leurs yeux et à se dire oui, on a un rôle à jouer là-dedans et on n'est pas seulement des nurses, des kinés, des ergothérapeutes compétents du reste, mais on n'est pas seulement ça. Et une souffrance comme ça s'écoute, ça s'entend et ça se respecte. Et c'est en la respectant qu'on agira dessus. Que dire? D'abord, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu voir le film. Donc je suis un peu frustré, donc j'espère qu'on va pouvoir me donner un DVD.
mais j'étais dans l'Essonne pour inaugurer justement un service d'accompagnement à la vie sociale, pas encore tourné sur l'assistance sexuelle, et puis j'ai mis 2 heures pour arriver, ce qui est le lot du banlieusard pour rejoindre la ville forteresse. J'ai 2 choses à vous dire. D'abord, la première a été très largement évoquée à l'instant par Nicolas, c'est ça ? Sur notre point de départ, et Marjolaine l'a évoqué, c'était de travailler dans le cadre de nos prérogatives de conseil général, qui travaille avec l'ensemble des acteurs sur un sujet qui était justement peu abordé jusqu'à présent, en tous les cas en Essonne. D'autres initiatives ont été prises ici ou là, dans le travail avec tout le tissu associatif et le tissu institutionnel, qui était la question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, considérant que là où il y avait un volet accès au logement, un volet accès à la culture, un volet sur la formation, les exigences qualité dans les établissements, etc., on n'avait jamais entrepris une réflexion sur la dimension vie affective et sexuelle, d'abord dans les établissements, et donc la formation des professionnels, sur tout ce que vous venez d'évoquer, donc je ne reviens pas là-dessus, sur la vie de couple, sur la sexualité des personnes en situation de handicap, sur les enjeux de contraception, d'adaptation des messages de prévention des grossesses non désirées, enfin autant de problématiques qui arrivent soit dans les familles, c'est encore plus grave parce qu'elles sont isolées, soit même, et ce qui est là pour le coup inadmissible, là où il y a un accompagnement, une prise en charge par la puissance publique. Bon. Donc c'était ça le fait générateur principal, dire parlons de vie affective et sexuelle en considérant que ça ne va pas être l'impensé des politiques publiques. C'est un sujet qui est important dans le quotidien des personnes en situation de handicap et pour lequel il y a, pour les raisons qui ont été décrites, cette espèce d'impensé et de renvoi en instrumentalisant l'argument de l'intime justement à la solitude des familles et donc à leur bricolage au sens propre comme au sens figuré. Donc voilà, cette irruption dans le débat nous intéressait déjà. Alors là où ça a pris des proportions qui nous ramènent, c'est mais uniquement un des volets de la réflexion qui était lancé, aux côtés des actions de formation, des actions d'adaptation par exemple de ce que fait la PMI ou les services de planification du Conseil général sur l'éducation à la sexualité. On s'est dit, faudrait qu'on adapte nos messages pour qu'on puisse aller intervenir dans les associations qui accueillent des personnes en situation de handicap, dans les établissements, etc. Donc, tout ça, pardon ? Chacun a la liberté d'utiliser les mots qu'ils veulent, donc voilà. Moi, je vais utiliser les mots que j'utilise, voilà. Puisque voilà. J'ai pas l'impression que, dans la limite de la décence et de la légalité, chacun a la liberté d'utiliser les mots qui lui importent et celui-là me va bien. Voilà. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil. Donc, il y a un volet qui a déclenché ce qu'il a déclenché, mais c'était un petit peu l'objectif, qui était de dire. Et ça, c'était délibéré à la fois pour 3 raisons. Je parle de la réflexion sur l'assistance sexuelle, à la fois parce que ça venait des acteurs eux-mêmes, des responsables associatifs, des familles, à la fois parce que, donc j'ai dit, c'est une prérogative conseil général, et aussi parce que, je l'assume, parce que est arrivé quasiment à ce moment-là l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, et que moi j'ai eu le sentiment que, bon sang, ça allait fermer le rideau sur, au moins sur les interrogations, sachant qu'on n'avait pas de vérité. Donc, nous, on n'a fait que lancer une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'assistance sexuelle, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, quelles sont les questions qui se posent. Alors simplement, parce que c'est comme ça que ça marche dans ce système médiatico-politique, pour être un peu tonitruant, il a fallu justement dire à un moment, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est que cette réflexion, elle peut déboucher sur quelque chose d'opérationnel que moi, Conseil général, je suis prêt à mettre en œuvre. Mais le champ des possibles est ouvert. Il peut aboutir à ce qu'on constate que rien n'est possible, ce que je ne crois pas, ou ça peut aller justement à l'exemple que tu as mentionné, mais qui est pour incarner, j'ai dit, et ça pourrait être justement un service d'accompagnement à la vie sociale, donc on rentre dans les cadres prévus par les textes, voilà, que ça rassure tout le monde, mais la mission n'est pas la mission d'insertion professionnelle, d'accompagnement, d'aide à l'autonomie, comme le joli SAVS que je viens d'inaugurer dans ma bonne ville de Massy tout à l'heure, mais qui aurait une mission nouvelle dont on doit définir les contenus, les modalités de mise en œuvre. Et naturellement, là, on m'a dit, voilà, il veut créer un service public de prostituées. Voilà. Le raccourci a été ça. C'est un service public de prostituées, etc. Donc ça, c'était l'étouffoir qui est assez insupportable dans le débat, mais en même temps, je ne veux pas tomber dans le piège grossier qui est tendu. Et je veux dire, moi, le cadre dans lequel la réflexion, on la pose.
Moi, je ne suis pas pour trouver des justifications ou des instrumentalisations qui permettent de dire la prostitution est un mode d'organisation de l'accès à la sexualité que je trouve normal et donc on va passer par là. C'est pas ma came. On peut avoir la discussion. D'autres peuvent l'avoir. Moi, je ne sais pas si je suis abolitionniste, le terme me paraît excessif, mais je ne considère pas que l'accompagnement ou la légitimation du système prostituteur correspond à mon objectif politique. Ça ne m'a pas empêché de me faire tomber dessus et de traiter de proxénète par les mêmes féministes. Donc je me dis, bon, je dois être dans une position... mais je veux quand même apporter 2 bémols à des choses que j'ai entendues. La première, c'est que il nous faut inventer des dispositifs, s'inspirer de ce qui se peut se passer ailleurs, en étant pragmatique et en se posant des questions pragmatiques. La question, elle se pose d'abord et avant tout, dans ce qu'on évoque, sur les personnes lourdement handicapées, qui n'ont pas accès à leur corps. Donc je ne veux pas qu'on mélange tout. Et je ne veux pas qu'on ait le terme que j'ai utilisé et que je conteste totalement. Moi, je considère, mais on peut avoir le débat, et c'est l'intérêt, je ne considère pas qu'il y a un droit à la sexualité. Je ne sais pas ce que c'est un droit à la sexualité. Parce que si on reconnaît un droit, alors ça justifie une intervention de la puissance publique pour ce droit à la sexualité. Mais si on reconnaît un droit à la sexualité pour les personnes handicapées, alors il faut qu'on reconnaisse un droit à la sexualité pour tout le monde. Pour les moches, les petits, les grands, les érotomanes et les autres, etc. Et donc, avec une réponse, s'il y a un droit, il y a donc une intervention pour le faire. Donc moi, je ne parle pas de droit à la sexualité, parce que d'une sorte de droit-créance qui justifierait que la société apporte des réponses organisées. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne mets pas le sujet sous le tapis, et je dis, il y a des réponses qui sont celles de l'accompagnement, de l'éveil, et plus peut-être même, et moi ce que je veux savoir, c'est jusqu'où je peux aller. Compatible avec le droit, est-ce que l'organisation d'un système qui peut faire appel à du bénévolat, c'est possible ou pas possible? Est-ce que ce bénévolat est envisageable? Je ne sais pas. Est-ce que la rémunération par un tiers, d'où l'idée du SAVS, est compatible avec les réglementations qui sanctionnent des relations sexuelles moyennant tarif? Je ne sais pas. Donc tout ça, ces questions, elles n'ont jamais été abordées en tant que telles. Ce qui a été contesté dans l'assistance sexuelle, c'était le recours à une prestation tarifée dans de gré à gré, comme si un chèque emploi-service, quoi, pour faire son jardin ou faire des cours de piano au petit dernier. Bon, ça, manifestement, oui, en effet, ça se heurte au code pénal actuel. Mais les autres cheminements, on n'a pas testé dans quelle mesure. Et puis surtout, je ne voudrais pas que la question de l'assistance sexuelle ou de l'assistante sexuelle, en gros de quelqu'un qui va avoir une relation sexuelle, écrase les autres aspects du sujet. Moi, je prends toujours l'exemple que je vais mentionner dans un instant pour dire ça, c'est pas, y a pas de risque de proxénétisme. Qu'est-ce qu'on fait pour 2 personnes donc nous, on a eu des témoignages en Essonne quand on a levé le débat. 2 personnes lourdement handicapées qui ont besoin de l'assistance technique de quelqu'un pour leur permettre d'avoir une relation sexuelle. Et qui disent, nous, aujourd'hui, on est confrontés soit à demander à des amis, mais dans ce cas-là, on fait l'irruption de l'intime et voilà, on biaise, si j'ose dire, le rapport en demandant à des potes de venir filer le coup de main pour qu'on puisse avoir la pénétration, pour parler concrètement. Ou alors, on demande à la vieille aide-soignante, pas formée à ça, etc. Et du coup, on met en difficulté un professionnel dans son geste quotidien. Et donc, ça pose la question de qui pour le faire? Quel type de professionnel formé et dans quelles conditions? Et vous voyez, si j'insiste sur cet exemple, d'abord parce que ça correspond à des réalités, et que derrière ce terme d'assistance sexuelle, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir une relation sexuelle. Ça peut aussi être une assistance qui permet, c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme d'éveil et d'accompagnement à la sexualité, parce que, et c'est alors la dimension très visible dans The Sessions, c'est le fait de dire que cet éveil à la sexualité, après, il permet d'avoir une sexualité autonome d'une certaine manière, parce que il fait tomber des tabous, en tous les cas des autocensures qui ont pu être mises. Donc voilà, moi je mets sur la table ces questions, mais en évitant les écueils. Et je termine juste d'un mot, parce que c'est intéressant d'avoir le débat. Moi, contrairement à Véronique, je suis aussi, à l'époque, j'étais président de la MDPH, maintenant c'est Marjolaine, d'ailleurs c'est bien, parce que là on a une front de gauche, un vert, un socialiste, donc tout va bien. Et comment? Bah, je sais pas, il y a des brevets, il y a un test à faire, il y a une grille. Mais par contre, exemple concret, nous on a eu récemment, d'ailleurs quasiment concomitamment, une demande de PCH pour financer, nous on l'a eu, de l'assistance sexuelle et du Viagra, de la stimulation.
laisser la malheureuse CDAPH délibérer sur ce type de questionnement, je trouve que c'est une forme donc je préfère qu'on établisse une réponse publique plutôt que de se réfugier, comme on l'a un peu fait, sur le fait de dire ah bah, de toute façon on ne pourra pas le faire parce qu'on ne peut pas contre la CDAPH, c'est la Commission des droits et de l'autonomie pour les personnes handicapées, qui est l'instance à l'intérieur de la MDPH qui décide si on attribue la prestation de compensation du handicap et de l'ouverture des droits. Voilà. Et alors nous, juridiquement et formellement, c'est un peu une provocation, on a dit bah non, on ne peut pas répondre à cette demande parce qu'il n'y a pas de possibilité de l'effectivité de la prestation. Mais surtout sur le fond, je pense que là, c'est l'objectif, c'est la solution, justement. Pour moi, les deux pis-aller, c'est le recours à la prostitution et laisser dans la famille les gens faire le job. Et je pense qu'il y a une voie médiane à inventer. C'est celle que ce type de débat nous permet de faire. Et vraiment, c'est le dernier mot. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas certain qu'on soit si minoritaire. Moi, je ne suis pas certain du tout. Il y a des voix tonitruantes qui sont celles, justement, qui nous ont dit tout de suite c'est pas possible, mais moi je vois, parce qu'il y a quand même eu un peu de retentissement quand on a fait tout ça, j'ai reçu quelques lettres d'insultes sur le thème de la prostitution, mais j'ai surtout vu une très grande disponibilité, enfin moi c'est un bon indicateur, je croise des gens que ça, une très grande disponibilité, une très grande porosité dans la société, et donc il faut juste y aller de manière pragmatique. Et moi je souhaite que l'année prochaine ou dans 2 ans on puisse dire voilà, on fait cette expérimentation. Et on montre, et alors là je suis aussi législateur, à un moment qu'on peut le faire éventuellement à droit constant ou avec des aménagements qui ne sont pas les plus bouleversifiants. Voilà, pardon d'avoir été un peu long. Il y a une dame qui veut poser une question, qui est pressée pour les enfants et tout ça. Bon, voilà, madame. Je m'adresse particulièrement à la MDPH. Je suis désolée, mais je vais un petit peu vous attaquer. Voilà. Parce que... non, Paris, hein, je suis parisienne. Je suis parisienne. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je suis maman d'un garçon handicapé de 54 ans, qui n'est absolument pas concerné par ce problème, hélas. Parce que... malheureusement, il est polyhandicapé, très handicapé, donc il n'a pas ses besoins, on va dire. Mais je parle pour les autres parce que j'ai été présidente de l'association là où il est. Il est dans une institution où il est très bien traité. Non, madame, dans l'Oise. Dans l'Oise parce que malheureusement... après 10 ans de difficultés, j'ai trouvé dans l'Oise. Mais j'ai trouvé, il y a longtemps. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire, moi, je suis concrète. Concrètement, comment peut-on aider ces garçons ou ces femmes? Comment peut-on les aider concrètement? Parce que là, tout ça, ce sont des paroles, excusez-moi, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous demande ça. Parce que, personnellement, j'ai eu des difficultés, étant âgée maintenant, pour m'occuper de mon fils et j'ai fait une demande à la MDPH pour l'aide à la personne. C'est un peu ce que l'aide à la personne, ce sera un peu ça. On est venu expertiser mon fils. En avril 2010, on m'a donné, voilà, expertiser, hein, je précise. On m'a dit, on vient expertiser votre fils. C'est-à-dire qu'on est venu voir comment il était et si véritablement, paralysé, en fauteuil, il avait vraiment besoin que sa mère ait une aide pour pouvoir le recevoir à la maison. Donc vous voyez déjà expertise. 1 an sans réponse. 1 an. On a téléphoné, retéléphoné, pas de réponse. Et au bout d'1 an, on me dit « Ah, alors d'accord, maintenant on vous accepte et vous pouvez être aidé. » Mais on a mis 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, je vous avoue que personnellement, j'ai trouvé un groupe handicap qui est dans l'Essonne, le GIHP, vous devez connaître, qui est formidable. Et ces gens-là sont venus, évidemment, j'ai payé. La MDPH m'a remboursé, mais j'ai quand même payé pendant 1 an. Si j'étais une personne qui ne m'intéresse pas à mon enfant, si j'étais dans le besoin, pendant 1 an, je n'aurais pas pu le prendre chez moi. Vous voyez, j'ai attendu 1 an. C'est pas vraiment le sujet du débat, donc je vais vous répondre très succinctement, madame. D'abord, je vais vous présenter les excuses
en mon nom et au nom... Si, ça se fait. Enfin, moi, j'estime que ça se fait. Je considère que c'est de ma responsabilité de faire ce type de démarche. Donc oui, je vous présente mes excuses, nos excuses collectives. Si vous avez eu le sentiment d'être maltraité, en 2 mots, non écouté, si vous avez eu le sentiment d'avoir affaire à du personnel qui était un peu, comment dire, qui traite... loin de vous, et voilà, et tout ça. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, pour ne pas rentrer dans un détail un peu technico et peut-être personnel, je vais m'en tenir là mais je suis à votre disposition ensuite pour en reparler. Si, parce que c'est pas le sujet de ce soir, quoi. C'est pas le sujet, mais comment vous allez procéder pour aider des handicapés à la sexualité, puisque si déjà vous allez donc je vais revenir sur cette partie-là, effectivement, qui me paraît être plus dans le cœur du débat. En tant que conseillère générale, oui, et que donc actrice de ce qui se passe dans le monde du handicap à Paris, en tout cas, moi, les questions que je me pose lorsqu'on crée une nouvelle structure, et ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, lorsqu'on crée une nouvelle structure, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le règlement intérieur, enfin ça ne s'appelle pas comme ça, mais qu'y a-t-il dans le règlement intérieur où ne serait pas mentionné le interdit de se tenir par la main, de quel dispositif de prévention des conduites à risque vous mettez en place, et prévention des conduites à risque, ça recouvre à la fois les grossesses non désirées et donc quelle contraception et quel accompagnement à la contraception vous mettez en place, mais aussi les MST, puisque il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des transmissions de maladies sexuellement transmissibles, justement. À quel professionnel vous allez faire appel pour avoir de la discussion, éventuellement de l'accompagnement, de la compréhension, en tout cas des relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, des relations affectives, sensuelles et sexuelles. De quelle façon vous allez former votre personnel à répondre à ces questions, tout en étant attentif au fait qu'effectivement, chacun son rôle, chacun sa place, chacun son rôle, chacun sa place, et faisons attention. Enfin, l'exemple que donne Jérôme du tiens, je vais faire appel à mes potes pour une aide technique. De la même façon, je ne vais pas faire appel à la dame de cantine pour une aide technique, quoi. Voilà. Donc, faisons attention à quels professionnels rentrent dans les établissements, la façon dont ils interviennent, etc. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que il y a quand même une évolution par rapport à ce que vous décriviez. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Il y a des sexologues qui rentrent dans les structures, y compris, à un moment donné, on ne les voyait que dans les structures adultes. Là, maintenant, moi, je suis très heureuse de voir que dans la quasi-totalité des IME parisiens, il y a des interventions de sexologues. Tout type de handicap. Tout type de handicap. Et j'insiste, parce que savoir sur une personne en situation de handicap, ce qu'elle ressent lorsque vous appuyez, excuse-moi, pardon, ce qu'elle ressent, ou là, enfin peu importe, ça nécessite, je ne pense pas que ce soit un parent qui puisse le dire, ça nécessite à nouveau de la discussion, de l'échange, blablabla, de l'accompagnement. Donc tout ça, ce sont des choses qui se mettent en place. La possibilité, lorsque dans toutes les dernières maisons d'accueil spécialisées ou foyers d'accueil médicalisés qui ont été créés à Paris, il y a au moins une chambre double. Voilà, pour répondre aussi à on ne se tient pas par la main, nous on va un tout petit peu plus loin, on prévoit la chambre double. Donc c'est bien qu'on envisage le fait qu'on ne ferme pas pudiquement la porte. Mais tout ça, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué et rendu compliqué par 2 aspects qu'il ne faut pas négliger. Le fait que, la plupart des grandes institutions, pour faire vite, autour du handicap, ont été créées initialement par les religions. Et la deuxième chose, une fois que les religions avaient un peu pris de recul là-dessus ou un peu laissé tomber, elles ont été reprises en main par des parents. Lorsque je donnais l'exemple de la sexualité de ma fille tout à l'heure, c'était pas un hasard. Moi, j'ai des discussions avec ma fille, et c'est bien normal, sur voilà, les risques que tu cours, etc. Mais ce que je sais aussi, et c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les interventions dans les collèges et les lycées, ce que je sais aussi, c'est qu'elle pourra
avoir affaire à des professionnels qui seront en capacité de répondre à des questions, mais qu'elle n'a juste pas envie de me poser, quoi. Et que quelque part, j'ai juste pas envie d'entendre. Et cette espèce de côté qui fait aussi que dans le monde du handicap, vous savez, quand j'ai été élue en 2008, je rencontrais, bien évidemment, en tant qu'adjointe au maire de Paris, je rencontrais les présidents des associations, les présidents et les présidentes d'associations. Des gens plus âgés que moi. Non, bah, sauf toi. Mais dans la plupart des cas, des gens plus âgés que moi. Et ils me disaient, nos enfants. Et moi, effectivement, quand je parle de mes filles, je dis mes enfants. Sauf qu'à un moment donné, je corrige, parce qu'elles ont 15 et 23 ans, dire les enfants, c'est un peu con. Et je me suis rendu compte que ces personnes à qui je m'adressais, qui parlaient avec moi, qui me présentaient leurs projets pour leurs enfants, ils parlaient, à l'instar, non pas de ce que vous avez fait, mais de ce que vous avez dit, ils parlaient de leurs enfants, certes, mais qui sont des adultes, qui ont 50, 51 ans ou 45 ans, etc. Sauf que ce côté infantilisant, je ne veux pas faire de la psychologie de bazar, hein, mais quand même un petit peu. Donc je vais le dire. Ce côté infantilisant, a priori, effectivement, il y a un truc qu'on fait encore en France, c'est que de toute façon, on a toujours dénié et nié la sexualité des enfants. Donc de fait, dire que ce sont des enfants, c'est aussi une façon de les renvoyer à une espèce de truc asexué, et de fait, à partir du moment où on est asexué, on est asexuel. Et je crois que la difficulté, elle est aussi là dans comment on va faire avancer le schmilblick, quoi. Et pour être un peu gentil, ou plus que vous ne l'avez été avec les professionnels sans libido, ce que je vois moi, c'est que souvent ce sont les professionnels qui m'ont interpellée parce qu'ils se trouvent coincés dans des situations de merde. Alors après, il y en a des qui sont effectivement totalement à côté de la plaque. Je me rappelle d'un éduc qui me disait, qui racontait ça. On était dans un débat vie affective et sexuelle des personnes handicapées, et le mec, sans vergogne, il nous explique que il rentrait dans la chambre et quand même c'était super emmerdant pour lui parce qu'il tombait sur l'usager qui était dans son lit et qui se masturbait, et quand même c'était super gênant. Puis en reprenant le fil de son truc, on lui dit mais excusez-moi, mais au début, avant de rentrer dans la chambre là pour rétroplanning, vous avez fait toc toc? Ah bah non. Vous voyez? Donc bah oui, mais voilà, donc c'est du... Et vous? Comme ça, on se partage le temps de parole, monsieur Arlan. Hein? Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un travail énorme à faire. Oui, il y a des améliorations à apporter. Et c'est vrai que Jérôme l'a dit, ce sont souvent des petites choses. Mais contrairement à ce que vous croyez, elles sont, je crois, extrêmement concrètes. La formation des personnels, l'adaptation des institutions, ce sont des choses très concrètes. Merci beaucoup. Un petit mot pour la fin? Je vais me permettre de rebondir sur ce qui a été dit, et je vais essayer de poursuivre, et je ne suis pas politique. Je vais essayer de... Je pense que ce qui se passe, il y a deux notions qui circulent ce soir, et notamment par rapport aux institutions. C'est la première, on nous refuse le droit de se prendre, nous, des claques dans la gueule. C'est-à-dire que tout ça, c'est fait pour qu'on ne souffre pas. Tout ça, c'est dit pour qu'on ne souffre pas. C'est gentil. C'est hyper gentil. Merci. Mais ça sert à rien. Parce qu'à un moment donné, moi, mes parents, pendant des années, ils m'ont surprotégé. Et à un moment donné, ils n'ont plus la force de le faire. Pour plein de raisons. Bon, c'est pas un secret, j'en parle dans le livre. Ma maman est alcoolique du fait de mon handicap, parce qu'elle a du mal à gérer
sa propre culpabilité par rapport à ma naissance parce que je suis IMC. Donc du coup, elle se déchire la tête à coups de spiritueux. Son meilleur copain, c'est Monsieur Johnny Walker. Bon. Voilà. C'est tout. On vit avec ça. Moi, je ne refuse pas. Je pense que souffrir est un droit. Un petit peu. Un petit peu, mais je l'assume, je t'expliquerai. Souffrir est un droit parce que c'est une manière d'apprendre la vie aussi. Et de dire, quand j'entends certains pères la pudeur qui disent « Mon Dieu, on ne peut pas instaurer d'accompagnement sexuel parce qu'ils vont s'attacher, ils vont souffrir, ils vont... Hein » Et alors, c'est leur droit le plus absolu. On n'est pas chez les bisounours. Moi, j'ai vécu des histoires d'amour merveilleuses, et qui m'ont fait souffrir beaucoup, mais merveilleuses quand même, justement parce qu'elles ont été vraies, parce que personne n'a pris des gants. Quand je vivais avec ces jeunes femmes et qu'elles disaient à un moment donné, ça m'emmerde, c'est compliqué, c'est difficile, je me casse, c'était leur droit. C'était leur droit. Et alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Me protéger dans un cocon et me dire « Oh non, tu ne souffriras jamais de ta vie. » Merde, c'est pas comme ça qu'on avance. Et ouais. Moi aussi, j'aurais pu m'en passer. Moi aussi. Oui, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ce que je te dis, c'est qu'on nous interdit même d'avoir ce plaisir et l'éventualité d'en souffrir. Je dis pas qu'on en souffre tout le temps. Je dis qu'on a la possibilité d'en souffrir et ça fait flipper. Ouais, voilà, mais ça m'arrive aussi. Ça. Pourquoi on rigole? Ça. Pascal Roy, un petit mot de la fin, et puis je crois que Karim a quelque chose à nous dire, et puis on fera la liaison avec la musique. Non, juste, je dirais que ce que vient de dire Nicolas, c'est une belle réponse par rapport à une des objections qu'a émise le CNE, donc le Comité national d'éthique, qui donc se positionne contre l'accompagnement sexuel auprès de personnes handicapées, parce que justement, il faut protéger les accompagnants qui pourraient, on ne sait jamais, tomber en affection pour les gens qui accompagnent, et puis les personnes handicapées qui effectivement pourraient tomber amoureux. Donc c'est un peu, moi j'ai le sentiment c'est un avis de société qui se surassure. Je trouve que c'est problématique parce qu'effectivement on a le droit, comme disait Nicolas, de souffrir tout simplement, de vivre les choses pleinement. Et c'est une des scènes qu'on a enlevées dans le film. À un moment, Lucie le disait, Martial, il a envie de vivre. Il n'a pas envie de s'assurer contre l'amour. Voilà. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est pourquoi on parle des handicapés ou des personnes valides, on a le droit de souffrir, mais en même temps, on a aussi le droit de tomber amoureux. Alors moi, je voudrais rebondir sur le positif en disant, parce que tout à l'heure vous avez parlé des IME, j'ai adopté un enfant handicapé qui était en IME, aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans les IME. Hein. J'ai une formation de psychologue, donc je connais un tout petit peu. Aujourd'hui, ça travaille énormément dans les IME. Il y a plein de choses qui sont faites, qui sont réalisées. Et puis, par exemple, le sida, aujourd'hui, c'est plus tabou dans les IME. Voilà, donc ça, il faut que les gens le sachent, parce que sinon, on va dire, oh là là, le handicap, ils n'ont pas le droit. Non, il faut... Et puis, il faut aussi, comme dit mon copain Riyad, il faut aussi, avec les déglingués, il faut rigoler un peu. Parce que sinon, si on rigole pas, mais déjà... quand on a déjà vécu un handicap quelques années, 14 ans ou 15 ans de foyer, et après, il faut vivre. Voilà, donc je comprends tout ça. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser, mais pour répondre, et alors, voilà, ça peut être dans les deux sens. Mais soyons positifs. Je pense qu'on dit la même chose.
Coco, moi je voulais juste vous dire d'abord bravo à ceux qui ont fait le film. Vraiment c'est super. Hein. D'abord parce que vous montrez les corps. Les corps ne sont pas souvent montrés de cette manière-là, avec les cicatrices, avec les stigmates de la vie. Bravo pour Nicolas d'avoir joué le jeu de s'être exposé de la sorte, parce qu'il faut aussi être capable de pouvoir s'exposer de la sorte au regard de tous. Vu qu'on est dans une société qui est relativement formatée dans une esthétique que l'on veut, des canons que l'on veut pour tous, identiques, donc une espèce de formatage uniforme. Donc là, je trouve vraiment très très courageux, sincèrement, le fait que tu te sois exposé de la sorte, le fait aussi que le réalisateur ou le scénariste, ou je ne sais pas, les deux, ait osé montrer les caresses sur le corps blessé. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, Nicolas, où je suis relativement d'accord, de toute façon, je pense qu'on est beaucoup à être issus de ces centres de rééducation, etc. Nous avons grandi tout petits, etc. Le drame, c'est qu'il faut être deux pour s'aimer. Il faut être deux. On est obligé de faire la cour. On se fait la cour. Pour prendre un exemple tout bête, nous sommes là dans une salle en train de débattre sur la sexualité et le handicap, et nous sommes très minoritaires de personnes handicapées à être sortis, avoir fait l'effort de venir débattre de notre problème, ce qui devrait être notre problème en réalité, donc de le défendre. Tous les autres corps de métier défendent leurs intérêts. Nous, malheureusement, ce sont souvent des personnes, des tiers qui nous défendent, donc des valides, par position de pouvoir, mais pas quand je dis pouvoir, c'est-à-dire de position de pouvoir, en position de pouvoir faire des choses, en position de décideur. Donc effectivement, ils prennent les décisions qu'ils doivent prendre par rapport aux meilleurs intérêts généraux, mais pas par rapport à ce qu'ils connaissent eux réellement du handicap. Et on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas blâmer une personne de ne pas s'identifier au handicap. Puisque depuis la nuit des temps, le handicap est rejeté par la nature humaine. Même nous le rejetons. Nous handicapés, nous le rejetons par rapport au fait que nous ne sommes pas intéressés par nous regarder réellement, concrètement. Donc, par rapport à ça, nous sommes deux univers à être obligés de travailler sur des nouvelles valeurs. Nous, handicapés, aller vers ceux qui nous tendent la main, et ceux qui nous tendent la main, de se rappeler qu'ils ne nous tendent pas la main de manière, effectivement, judéo-chrétienne, en faisant l'aumône. On ne fait pas l'aumône, on ne demande pas. On ne demande pas cette assistance. On demande la possibilité d'exercer notre droit de séduction, notre droit d'être humain. Point barre. Moi, je voudrais juste, pour terminer, après on joue de la musique, vous raconter une petite histoire, toute courte, toute jolie. J'ai une amoureuse qui, avant moi, a vécu des histoires d'amour avec des valides. Et elle me dit, avant toi, quand j'étais avec un homme, je faisais l'étoile de mer. Je vous laisse m'écouter là-dessus. Et j'attendais que ça se passe. Avec toi, je m'investis. Et ça me plaît. Et ça me fait du bien. Et je me sens femme. Et je me sens femme. Et je me sens respectée. Et aimée pour ce que je suis. Et avec ce que je suis. Aussi parce qu'on est obligé d'aller doucement. D'aller sincèrement. D'aller tendrement. Ensemble. Bonne soirée. Bon alors, grand débat. Maintenant, nous allons laisser la place à la musique. Donc le temps d'installer le plateau. Toutes les choses
à rien, et d'ailleurs je me rends compte fou. Oh, je vois beaucoup de monde, mais pour me sentir vraiment plaignant. Oh, comme je n'ai rien à faire, non, j'attends ici et là un jour meilleur. Tous les jours, bébé, et toutes les nuits, je marche seul le long de la ville. Tous les jours, bébé, et toutes les nuits, je marche seul le long de la ville. Oh, c'est mon travail, j'ai quitté mes amis pour une autre vie. C'est-à-dire à n'importe quoi. Oh, toutes les choses ressemblent à ça. Oh, j'ai quitté mon travail, j'ai laissé mes amis pour une autre vie. Donc nous avons parlé un peu de sexe. Je vais en mettre dans cette chanson. Ça s'appelle La vie nous-mêmes. Elle est aussi belle que cruelle quand elle se met en position avec cet air qui rappelle la terrible inquisition. Toute rebelle et sensuelle quand elle te montre son cul. Tu pourrais y mettre le feu, pleurer le ciel, être tendu. Être pendu. Déshabillé ou bien volé, la vérité reste cachée. Entre profane et sacré, aucun chemin n'est tracé. À ceux qui crachent sur des bombes et ceux qui pissent sur des tombes, tu sais pourtant derrière des barreaux, sans lumière, il n'y a ni vrai ni faux. Ni vrai ni faux. Je suis un voyeur pornographe, attaché à ma parabole. Mes idées sont mon épitaphe, loin des idoles et sans symbole. J'attends que dans tes bras tu me prennes, j'attends que dans ton lit tu déchaînes de l'amour, de la haine. Et nous irons où? La vie nous mène. Et nous irons où? La vie nous mène. Et nous irons où? La vie nous mène.
est temps pour moi de vous inviter dans un petit quartier, à quelques encablures d'ici. Ce quartier, vous le connaissez, souvent décrié. J'ai entendu des réponses qui s'en rapprochent. Mais comme quoi, les a priori ont la vie dure. Donc, quand ça a la vie dure là, j'imagine ce que ça donne vis-à-vis du handicap qui date depuis la nuit des temps. Et n'oublions pas que c'est en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est récent qu'on s'intéresse aux personnes handicapées. Avant, le handicapé, c'était la personne qui ralentissait le groupe lorsqu'il fallait bouger, il fallait migrer d'un point à un autre pour cueillir, pour chasser. Donc c'était pas forcément la personne la mieux venue. Toute religion confondue, hein, il n'y a pas de religion vis-à-vis de ça. Ce sont des peurs primaires et sur lesquelles nous devons tous travailler, handicapés compris, pour ne pas se sentir rejeté soi-même. Moi, je suis aussi sourd, donc je suis polyhandicapé. Alors, vous avez gagné, oui, effectivement. En fait, je vais vous chanter une chanson d'amour. Avant. C'est la chanson avec laquelle j'ai rencontré celle qui allait être ma compagne pour la vie. Ça s'appelle C'est le moment.
Allez, une petite dernière pour la route, et puis je vous laisse, on va aller se retrouver au cocktail. Celle-là, effectivement, elle s'appelle Bardès. Strate devient jalouse. Oh, femme, avec petit temps, un sourire de déesse, parfum de l'oasis, la fille dans mes airs, dans la longueur des nuits de Bardès. Les étoiles protègent les guerriers du désert, réunis les beaux. Ma strate devient jalouse. Prends-moi tes mains. Alors dans les remerciements, bien entendu, je vous remercie tous et toutes d'être venus ici ce soir pour avoir fait le déplacement. Certains j'en connais des têtes, et je sais que vous êtes vraiment impliqués dans ce militantisme. Pour d'autres que je ne connais pas, je vous remercie infiniment d'être venus débattre. Merci à mon ami fidèle, Isabelle, et BLL, toute l'équipe médicale qui est venue aujourd'hui spécialement nous filer un coup de main avec un engin particulièrement génial pour nous. Merci. Merci à Tamara et toute son équipe. Merci. C'est sans compter notre ami monsieur Bruno Vincent, sans qui je ne serais peut-être pas là ce soir non plus. En tout cas, vous avez peut-être fait. On vous dit à très bientôt.
devient jalouse. Merci. Merci M. Richard Arnoux et son équipe. Il a fait un petit concert, peut-être un peu rapide, mais voilà. Vous pourrez aller le voir dans d'autres endroits si vous connaissez. Purgatoire, le premier, c'est samedi, le purgatoire. Et oui, un lieu. On parle de... Excuse-moi, vas-y. Maintenant, ben, à boire. Et à boire. Vous avez... Oui, on va parler de sexe au purgatoire. N'est-il point? Viendez donc samedi. Et merci à Noura, merci à Noura. Et merci à M. Gilles Lodin. Et merci à M. Taïbi d'être venu nous épauler. Et M. Riyad Salem, que je connais bien, et avec qui nous défendons les mêmes convictions.